venez près de moi, mesdames. Là, vous êtes trop loin, là. Voilà, venez. Ah, il y a juste un petit à cause des caméras, pardon, excusez-moi. Bien, nous allons démarrer tout de suite cette table ronde concernant les changements dans l'organisation qu'il faudra impulser, dans l'organisation du système de santé qu'il faudra impulser, à l'aune des progrès scientifiques, technologiques et sociétaux dont on a parlé ce matin et dont on vient de voir quelques exemples dans la communication précédente. Alors, au tout départ, je vais demander à chacune et chacun d'entre vous de me dire en 3 mots, en 1 minute, les points importants si on veut réorganiser le système pour l'adapter au monde moderne. Carole Avril. 3 mots. Je vais les noter. Alors, je vais vous étonner, mais je vais utiliser les mêmes mots. En fait, c'est patient, patient, patient. Parce que patient, pour répondre aux besoins du patient et des patients et leur permettre d'accéder aux soins, des soins de qualité. Patient, parce qu'il faut qu'on puisse les soigner et voire les guérir. Et puis patient, parce qu'il faut les engager à tous les niveaux du système de santé. Elisabeth Hubert. Oui, je ne suis pas sûr que ce soit 3 mots qui puissent résumer la pensée, mais je dirais plutôt 3 concepts. Le premier, c'est la pertinence de l'hébergement hospitalier. Le deuxième, c'est le décloisonnement de notre système de santé et du sanitaire et du médico-social. Et le troisième, c'est la graduation des soins. Parfait. Voilà du boulot. Alors, on continue. Qu'est-ce que dit Christian Debrelli ? Alors sur un acteur de soins au sens financeur, puisque organisme complémentaire santé, je crois que c'est un peu le sujet du moment sur nos orientations télévisées. Le premier point, je vois peu de politique autour de la table sur ce sujet-là. Le premier, c'est écoute, peut-être. Le deuxième, ce serait peut-être le mot prévention, sur lequel nous sommes très en retard au niveau français. Et le troisième, c'est, je pense que le résumé tout à l'heure était là, c'est peut-être le mot innovation, même s'il est des fois un peu galvaudé, mais est digne d'intérêt. Merci. Jean-Pierre Roblet. Eh bien, l'innovation pour améliorer la qualité, ça me paraît être très important pour les années qui viennent. Le deuxième item, ça serait le parcours. Comment on organise le parcours du patient, mais du citoyen aussi. Donc on inclut la prévention, le diagnostic et jusqu'à l'hébergement. Et puis troisième élément, c'est comment on gère ce foisonnement d'idées. On vient d'avoir un aperçu aux États-Unis de tout ce qu'on peut faire. Comment on teste, comment on adopte, comment on choisit. Et donc on renonce. Parfait. Frère Samuel Rouvillois. Moi je dirais d'abord agilité ou fluidité à la fois des savoirs et de l'information, mais aussi des personnes de manière telle que l'espèce d'exosquelette qu'on vient de nous décrire ne finisse pas par déterminer nos comportements. Il faut qu'on soit plus fluide que les outils, ce qui n'est pas très facile. L'hyperfluidité, ce n'est pas une qualité proprement de l'organisme humain. Le deuxième, c'est l'interdépendance, l'acceptation et le fait de se mettre en jeu dans l'interdépendance de l'ensemble des acteurs du soin, et donc de ne plus jouer simplement de manière personnelle, mais accepter de dépendre les uns des autres. Et puis, troisièmement, je dirais de la sagesse, parce que le vertige des possibles, on le sait bien, diminue la capacité de la distanciation. Parfait, merci. Alors, on va attaquer un seul à évoquer le nom de prévention. C'est vrai. Or, je ne suis pas un pro-cubain, je ne suis pas comme Ségolène Royal, mais on sait bien quand même, en regardant de près le système, j'ai des amis, des médecins cubains qui m'ont dit que vraiment, sur le plan de la prévention, ce pays du tiers-monde a réussi à avoir un espoir de vie égal au nôtre et une mortalité néonatale et infantile égale à la nôtre. Donc, quels sont les axes d'une vraie prévention? On dépense quoi, 6 à 7 milliards sur la prévention en France, pas plus. Quels sont les vrais sujets qu'il faudrait aborder pour prévenir? Prévenir, ce qui permet d'éviter d'être patient. Qui veut intervenir? Peut-être sur un point de vue complémentaire, c'est vrai que si on regarde nos chiffres franco-français, la prévention, ça représente à peu près un peu moins de 2% des dépenses de santé, très en retrait d'autres pays européens et anglo-saxons qui sont 2 fois supérieurs. Je crois que les Pays-Bas se tournent autour de 4% en matière d'action de prévention. C'est là sur lequel cette logique est un peu
mal exprimé dans les différents parcours de santé. Et il ne s'agit pas d'un patient malade, mais bien d'anticiper cette démarche-là. On a une action sur laquelle, à travers l'écoute que l'on a entre organismes primaires et complémentaires, sur lequel je pense que même si on n'en a pas un retour sur investissement en matière de financement immédiat, on voit que des actions de prévention de plus en plus portées ont un intérêt relativement direct. Je le vois par exemple, je vais vous prendre un seul exemple. Nous protégeons chez Clésia les salariés des officines de pharmacie. Et nous avons mis en place de la vaccination antigrippale. Alors vous allez me dire, c'est pas très bling-bling en matière de prévention. C'est quelque chose d'assez basique. Mais on s'aperçoit que finalement, vis-à-vis d'une logique d'arrêt de travail, de manière immédiate, on n'est pas dans du gros risque sur cet aspect-là. Mais finalement, quand vous avez la grippe, vous êtes absent 3 jours. Et quand vous êtes vacciné, sur lequel on est un peu aussi en retard côté franco-français, eh ben, on pallie à cette déficience. Parfait. Jean-Pierre Roblet, que dit l'ARS là-dessus? Oui, je crois avoir cité la prévention aussi. Pardon, alors je l'ai oublié, Non. c'est moi. C'est mon oreille gauche qui n'a pas entendu. Pas de problème. Moi, je pense d'abord qu'on a un problème de représentation. C'est-à-dire que quand on parle santé, on s'accorde immédiatement sur les soins, les plateaux techniques, les choses qui, on va dire, requièrent certes des compétences et une technicité très importante. Et d'ailleurs, à un moment donné, on a été jugé au niveau mondial sur la qualité de nos plateaux techniques, qui a permis de dire qu'on était le premier système en France, à partir de ce seul critère. Donc on a un problème de représentation. La prévention aujourd'hui, pour tout un chacun, c'est pas très palpable. D'où le parcours de santé et non pas le parcours de soins. Le parcours de soins, c'est aussi quelque chose qui exclut la prévention et tout ce qui est avant les soins. Donc, traiter du parcours de santé dans son intégralité pour une pathologie quelconque, ce que fait maintenant plus la HAS, ce que nous essayons de faire aussi, c'est intégrer la prévention, et à la fois dans sa dimension d'efficacité, mais dans sa dimension de financement également. Parce qu'on n'en a pas parlé encore, mais le financement de la prévention est un peu insuffisant, il faut bien le reconnaître, mais pour les 2 raisons que je viens d'exposer. Mais on est loin effectivement de ce que font certains pays. J'étais visiter OnePoint, une des boîtes, un des fleurons français de la communication digitale. Ils ont installé dans leurs locaux tout ce qu'il faut pour faire de la gym, pour prendre des douches. Il y a des restaurants différents en fonction de la diététique que l'on a. C'est inimaginable comment la prévention s'installe dans les entreprises, notamment dans les entreprises du numérique, qui ont compris les choses pour fidéliser leur personnel. Qu'est-ce que dit alors la patiente là-dedans? Est-ce que vous dites, Carole, zut, la prévention c'est autant de moins pour moi? Enfin, la Fédération française des diabétiques, nous, justement, on a considéré que devant l'ampleur de la maladie du diabète, on ne pouvait pas rester insensible, on ne pouvait pas s'occuper que des patients diabétiques, et il fallait qu'on fasse de la prévention. Donc on a lancé une semaine nationale de prévention en juin, mais c'est vrai que la question de la prévention nécessite, je pense, de vérifier quelle est l'ampleur, enfin, jusqu'où on va dans la prévention, parce je pense qu'il y a des questions éthiques qui sont liées à la prévention aussi. Est-ce qu'on a besoin tout le temps d'être prévenu de tout, de quoi en fait? Je pense qu'il y a des questions comme ça à se poser. Et puis parfois, est-ce que la prévention, c'est pas forcément souvent une fausse bonne idée? C'est-à-dire qu'on veut prévenir, mais finalement le coût engendré par la prévention est plus important que le bénéfice qu'on en retire. Voilà. Alors je ne vais pas avoir une approche médico-économique, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, mais voilà, je pense qu'il y a des vraies questions de société. C'est qu'est-ce qu'on veut prévenir? Quels sont les sujets sur lesquels il faut prioriser? Je crois que c'est une question aussi sociétale. Bon, en gros, c'est bien, mais ras-le-bol, ne m'emmerdez pas dans ma vie, j'ai envie de faire un petit peu ce que je veux. Et vous avez raison, vous êtes bien française. Moi aussi. Elisabeth? Écoutez, je suis désolée, je vais mettre les pieds dans le plat. C'est que finalement, est-ce que c'est si nouveau dans le discours? La prévention, on en entend parler depuis des décennies. Et finalement, vous l'avez évoqué, tout cela, il faut des moyens. Et le seul problème, c'est que comme on n'a pas changé notre mode d'organisation, notre vision de la santé, notre mode d'organisation des soins, on estime toujours qu'on n'a pas les moyens pour développer la prévention. Donc, au risque d'effectivement apparaître l'empêcheuse de tourner en rond, je crois qu'effectivement, nous avons 2 jambes, il faut avancer sur les 2 jambes. C'est-à-dire qu'il faut axer plus sur la santé
et pas simplement sur les soins, vous avez parfaitement raison, et donc développer tout ce volet de la prévention avec les prudences que vous évoquez et qui effectivement sont à mon sens largement nécessaires. Mais de l'autre côté, il ne faut pas que ça soit un faux semblant et un faux nez pour empêcher d'avancer sur des révolutions beaucoup plus fondamentales et qui aujourd'hui sont, c'est simple, on a eu des débats sur les innovations technologiques et les innovations thérapeutiques. Comment se fait-il, le thème de notre table ronde, c'est l'innovation organisationnelle, que cette dernière, elle n'est pas suivie? Pourquoi est-ce que lorsque l'on commence à arriver à l'hôpital, on commence par mettre les gens dans un lit avant de se poser la question de la justification de sa présence dans l'établissement hospitalier? C'est-à-dire que tant qu'on ne se sera pas à nouveau ce que d'autres pays ont fait plus tôt, mieux, parfois avec un tout petit peu de brutalité, certes, mais des pays sont plus en avance que nous sur ce sujet. De simplement se poser la question de la pertinence, d'où, dans la question que tu me posais tout à l'heure, le fait que j'évoquais, la pertinence de l'hébergement hospitalier. C'est aujourd'hui, alors que nous avons ces techniques, que nous avons des possibilités de télésanté qui sont considérables, pourquoi est-ce qu'on s'ingénie encore à faire venir à des centaines de kilomètres des personnes qui sont pas riches, qui sont âgées, qui sont isolés et que cela met dans des situations tout à fait impossibles. Alors qu'on a toutes les possibilités aujourd'hui, techniques et avec des assurances de qualité et de sécurité identiques, de pouvoir soigner à distance les gens. Donc je crois qu'en réalité, on est en train de heurter des intérêts bien établis. Effectivement, moi je me suis entendu dire de temps en temps, mais comment, en développant l'hospitalisation à domicile, que ferons-nous de ces bâtiments que nous avons construits? Certes, mais est-ce qu'il est nécessaire à Nantes, ma ville, de construire un nouveau CHU qui va coûter plus d'1 milliard d'euros? Certes, avec moins de lits qu'il n'en a à l'actuel, mais néanmoins avec encore trop de lits par rapport à ce que seront nos besoins dans 10, 20 ans. Et tout cela, on le cache sous autre chose, parce que c'est bien évidemment heurter des considérations qui sont aberrantes. Alors que dans le même temps, quand on voit, et à juste raison, les personnels hospitaliers qui aujourd'hui estiment que leur temps de travail n'est pas obligatoirement bien organisé, qu'on leur demande beaucoup de choses, que leurs tâches sont lourdes, toutes choses pour lesquelles ils ont raison, mais simplement de se poser la question, finalement, on les ferait moins travailler le week-end, tout simplement parce qu'il y a-t-il autant que cela besoin que les patients restent le week-end dans les hôpitaux? Mais vous mettez des rythmes de travail qui sont bien différents, vous résolvez, pas tout, je n'ai pas cette outrecuidance, mais vous résolvez un certain nombre de choses. Donc on est bien dans un pays où on adore discourir, mais quand il s'agit de passer aux actes et de se mettre devant l'établi, on est un tout petit peu plus réticent à faire en sorte de changer les choses. Jean-Pierre Roblet, vous êtes prêt à fermer les petits hôpitaux insécures où on nous dit qu'au nom de l'égalité, en fin de compte, on aggrave les inégalités, sachant que c'est les plus pauvres et les plus vieux qui y vont, les autres fuient? On est prêt à améliorer le système pour poursuivre sur le sujet des patients sont-ils à leur place. En Ile-de-France, par exemple, on travaille avec 5 établissements pour que les patients qui ne relèvent plus que d'une surveillance ne soient plus accueillis dans des lits médicalisés lourds, mais dans soit un service adapté avec télésurveillance ou minimum de personnel au pied du lit, voire même dans des hôtels patients. Pourquoi est-ce qu'on continue à faire peser sur l'hôpital des questions logistiques comme la nourriture, l'hébergement, le lavage, enfin, etc. On attend beaucoup des équipes médicales, on attend beaucoup de leur organisation et on a tout à fait raison, on attend des plateaux techniques. Par contre, toute l'intendance pourrait peut-être être traitée de manière différente. D'où cette expérience qu'on est en train de mener en Ile-de-France. On n'a peut-être pas besoin de fermer des établissements. On voit bien aujourd'hui qu'on a un nombre de lits en médecine qui baisse régulièrement. Je crois que c'est une tendance lourde. Il ne faut pas imaginer pour autant qu'il n'y aura plus de lits, mais la chirurgie ambulatoire augmente, l'hospitalisation à domicile aussi, peut-être pas encore assez. Le retour à domicile est encouragé. Ça, c'est une tendance pour les années qui viennent, indéniablement. Donc, et on a des moyens, on l'a vu, pour que ce soit la télémédecine, que ce soit la télésurveillance, on a des moyens de traiter les patients ou de les surveiller sans les déplacer. Au contraire, on peut aussi avoir recours à des professionnels éloignés les uns des autres.
Mais la relation ville-hôpital reste extraordinairement mal faite. On sent bien qu'il y a une crispation qui s'est aggravée ces 4 dernières années. La ministre, dans le cadre des groupes hospitaliers de territoire, ayant vraiment privilégié les hôpitaux, ce qui est dramatique, parce qu'on voit bien que les privés, les libéraux et les maisons de santé n'y sont pas, quasiment pas. La première chose qu'il faudrait, c'est un portable pour tout praticien hospitalier qui puisse communiquer avec les généralistes de sa circonscription, soit avoir 600 numéros. Mais ce n'est pas fait. Donc on voit bien qu'on a encore 2 systèmes qui se tirent des bourres l'un l'autre. Il y a ceux qui font du fric tous les jours, et il y a ceux qui ne foutent rien tous les lendemains. Et voilà, on n'en sort pas de ça. Est-ce que les agences régionales auront la capacité de mettre en œuvre ce que vient de dire Elisabeth Hubert avec le plus grand des bons sens? Alors, dans la loi de modernisation, il y a un espoir, c'est les projets territoriaux de santé. Pourquoi l'ARS, on va dire, à coup d'autorisation ou à coup de budget restreint, taillerait dans le système de santé si, par territoire, on peut obtenir des concertations, des collaborations et des organisations à l'initiative des professionnels eux-mêmes. Là aussi, à Mantes-la-Jolie, pour citer cet exemple, on a réuni un certain nombre d'acteurs, qu'ils soient d'ailleurs de la prévention, de l'hébergement, des soins, pour partager avec eux un diagnostic, mais ça souligne le fait qu'on n'est plus dans l'injonction, on n'est plus dans le pouvoir réglementaire, on est dans comment ces personnes pourraient bien s'arranger ensemble. Et pour confirmer ce que vous venez de dire, à la première réunion de lancement, moi j'ai vu des gens simplement, des médecins, échanger leur carte de visite. C'est vrai qu'on se dit, ça aurait pu déjà exister il y a 20 ans. Certes, on est allé plus loin puisque du coup, ils se sont mis d'accord pour collaborer, pour s'appuyer sur un réseau, pour se parler, pour suivre le malade, etc. Moi, je crois beaucoup au fait que imposer les choses, qu'on le fasse à des enfants, des adolescents ou des adultes, c'est toujours quand même compliqué. Si l'idée vient d'eux, c'est quand même un peu mieux. Avec la participation des patients, quand même. Oui, mais quand vous avez un maire en face de vous avec son écharpe tricolore qui, à l'Assemblée nationale le mardi, vote la loi qui va changer les choses et le vendredi soir est devant en première tête dans le défilé, comment vous faites? Il y a un moment, il faut s'imposer. À force de pouvoir discuter, rien ne se passe. On a l'impression qu'on est encore, vous l'avez dit, il y a 20 ans, on était déjà là, donc on n'avance pas. Que dites-vous de ce sujet? Quelques progrès quand même. Enfin, au-delà des différentes lois, que ce soit la loi HPST dans ses premières démarches, qui a déjà quasiment tout écrit. Et comme je te disais tout à l'heure, après, il faut le mettre en œuvre. Mais on voit à la fois une volonté de nos concitoyens, dans un certain nombre de logiques, de prôner cette prévention, j'en parlais tout à l'heure, et l'innovation. Je vous ai parlé de l'exemple anecdotique de la vaccination antigrippale. Nous protégeons les 600 000 salariés de la branche du transport routier de marchandises. Ben, très clairement, le permis de conduire est pour eux plus important que la carte d'identité, le cas échéant. Ils ont une série d'examens obligatoires. On a rentré des axes de prévention dans ces démarches obligatoires de vérification de leur permis de conduire, qui leur permet, en cas d'incapacité et d'invalidité, d'avoir de la surcote, entre guillemets, et d'être mieux protégés. Cette demande-là, elle est venue de la base. On voit que ces innovations technologiques que l'on peut constater par ailleurs, pourquoi est-ce que moi, j'en profiterai pas, alors que quelqu'un qui peut naturellement se les payer va en profiter? Et je pense que cette initiative qui viendra de la base, là, va aussi faire bouger les lignes. Plus ou moins adroitement par nos politiques qui... je suis content que la santé revienne, alors que c'est la 3e préoccupation des Français. Nous avons fait un observatoire sur l'intérêt général, et sur ce sujet-là, après l'emploi, l'éducation, la santé est vraiment cette 3e préoccupation. Elle rentre plus ou moins adroitement dans les discours de nos politiques actuelles, sur les petits soins, les grands soins. Enfin, je ne vais pas reparler un peu de ces sujets-là, mais c'est vrai que pourquoi ne pas faire financer sur les complémentaires, qui ont vocation à être complémentaires, donc qui ont pas être subsidiaire, à être complémentaire, pas supplétive, mais complémentaire, à discuter sur repasser la logistique sur le financement des complémentaires, augmenter le ticket modérateur et libérer, entre guillemets, l'hôpital de base pour avoir de meilleurs soins, de meilleurs hôpitaux de jour, de meilleurs hôtels patients ou autres sujets, tout en correspondant à une certaine universalité dans ce sens. Je pense que les choses vont évoluer dans les courtes années. D'accord. Samuel Rovillois. Alors, moi, je vais être un peu brutal, mais comme philosophe de l'organisation, je trouve ça assez pathétique d'imaginer que c'est la loi qui va fabriquer les organisations. C'est totalement absurde, je veux dire. Et donc, la révolution, elle ne peut pas être du côté législatif.
Elle n'est que du côté comportemental collectif. Donc la vraie question, c'est quelle révolution comportementale on a à vivre du côté organisationnel. Là-dessus, l'entreprise est beaucoup plus intéressante, mais que l'organisation globale du soin du côté législatif. D'abord parce qu'elle se vit autour des personnes et pas autour des considérations abstraites sur les masses et les égalités ou les inégalités. Et la vraie question, elle est celle-là, c'est-à-dire comment servir une révolution organisationnelle qui, elle, vient d'abord des jeunes générations, parce que nous, on est des dinosaures qui sont complètement has-been sur le sujet, il faut quand même être clair. Hein. On est dans un modèle de vie sociale qui est celui des animaux-machines de Descartes, dans lequel on pense qu'il faut organiser la société à coup de décrets, à coup de projection mentale, et qu'au fond, les individus vont rentrer dedans. J'allais presque dire, on est exactement dans la sick care, c'est-à-dire on regarde le vivant à la lumière de sa maladie potentielle. D'ailleurs, la prévention, c'est ça. Si vous passez votre vie... La prévention, c'est tout simplement l'information et la connaissance des potentialités qu'il y a dans le vivant et l'optimisation des potentialités du vivant. Ce n'est pas d'abord l'obsession de la possibilité de son échec, qui s'appelle la maladie. Donc passer son temps à prévenir la maladie au lieu de développer une intelligence du vivant, c'est fonctionner exactement comme une société qui vit que sur le risque et sur le principe de précaution et qui du coup s'enterre dans sa propre je dirais, pulsion de mort. C'est très simple. Hein. Et donc il me semble que la vraie question, elle est celle-là. On le voit dans un hôpital. Le problème, c'est comment faire tourner les choses autour d'autre chose que la maladie, ou de l'échec du système médical, parce que la souffrance et la mort, c'est l'échec de la médecine. Comment la faire tourner autour d'un patient qui n'est pas d'abord un patient, qui est d'abord une personne vivante et qui est la première responsable de la dynamique de sa vitalité. Voilà. Moi, je pense que la question, elle est d'abord culturelle, elle est d'abord éducative. Et là-dessus, le problème, c'est qu'il y a, soyons clairs, il y a une problématique générationnelle. Les gens qui ont moins de 25 ans sont nés dans cette agilité de la dynamique collective qui, pour nous semble de l'ordre du folklore, quoi. Alors, quand on fait la fête, on a cette dynamique-là. Mais le reste du temps, on est des gens sérieux, c'est-à-dire des gens déjà morts. Voilà. Alors, Samuel Rouvillois, si je suis président de la République, vous accepterez d'être mon ministre de la Santé ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a encore une République? Est-ce qu'un président a un sens? Non, parce que je pense que ce n'est pas là que j'investirai mon énergie, pour tout vous dire. Je pense que j'ai un grand respect pour la loi et sa nécessité, mais ce n'est pas là que les choses bougent d'abord. Vous avez raison. Et la question que je voulais poser en termes d'organisation à vous tous et toutes, c'est véritablement, ne faut-il pas régionaliser totalement, à 90% le système, notamment au point de vue financier, parce que c'est en région où les gens se connaissent, c'est là où les acteurs se complètent, beaucoup plus qu'à partir d'un ministère qui voit de loin. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'en pense Carole? Alors, moi, je voulais dire que... est-ce que la vraie révolution organisationnelle, ce ne serait pas d'abord d'écouter ce que disent les personnes qui viennent à l'hôpital, qui sont qui viennent dans les cabinets médicaux, qui sont utilisateurs de soins. Enfin, je ne sais pas, j'imaginerais un établissement de santé qui ferait une évaluation continue de ce qu'il fait, de ce qu'il pratique, en demandant régulièrement à ses patients et en faisant de l'itération auprès des patients qui viennent tous les jours, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils aimeraient améliorer. Et cette écoute-là, je sais, c'est pas simple, c'est complexe, c'est pas évident, mais je pense que si on se permettait d'être humble par rapport à ce que disent les patients, je crois qu'on pourrait vraiment révolutionner l'organisation d'un établissement. Et c'est vrai que nous, en tant qu'association de patients, on pense qu'il faut impliquer le patient, mais aussi les patients. Il y a les savoirs collectifs qu'il faut savoir organiser pour pouvoir faire avancer les choses. Et on a créé le Diabète Lab. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les innovations, il y en a énormément dans le diabète. Je ne sais pas, j'aurais dû compter le nombre de fois où il a parlé du diabète dans son intervention tout à l'heure. Et donc ces innovations, elles sont faites sans les patients. S'ils sont sollicités, c'est vraiment à la dernière minute, à la fin, quand le projet est prêt. Et on nous demande de donner notre avis. Et nous, on a mis en place justement le Diabète Lab pour permettre aux patients, tous, quels qu'ils soient, s'ils ont envie de s'impliquer dans une innovation, dès la conception, d'être partie prenante, de faire évoluer, mais vraiment à tous les niveaux, pas seulement à la conception, au développement, à l'évaluation. Et ça, je pense que ce serait vraiment la vraie révolution organisationnelle du système de santé. Mais vous savez comment c'est difficile, parce qu'on voit bien qu'à la fois les administrations et les médecins, mes confrères, sont assez opposés, parce que c'est être à poil
c'est la transparence et ça fait très mal. C'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Mais non, mais si c'est possible, ce n'est même pas difficile, ce n'est pas cher. Dans le service, on avait un dossier totalement informatisé qu'on envoyait par email aux malades, à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, sur le cancer de la prostate après les traitements. Ils nous répondaient chez eux, ça ne coûte rien. C'est gratuit. Et il suffisait de prendre les questionnaires de qualité de vie internationaux, une page de chat. On a eu des retours exceptionnels, ce qui nous a permis de modifier nos comportements. Donc c'est faisable sans grosse structure. Arrêtons de faire encore du teutonien qui part d'en haut pour aller jusqu'en bas. Elisabeth? Non, moi je reviens à la question que tu posais, c'est-à-dire est-ce que, puisque nous ne réussissons pas au niveau national, il ne s'agirait pas de jouer la carte de la régionalisation? Alors, j'ai jamais pensé, parce qu'on faisait des conneries à l'échelle nationale, qu'il fallait reporter et recommencer 13 fois la même chose. Ou 25 si on revient à plus de régions. Tout à l'heure, quand on a évoqué effectivement le poids dans notre pays des élus, je suis quasi persuadé que nous n'irions pas vers davantage de réduction des inégalités si nous multiplions les pouvoirs décisionnels au niveau des régions. Donc ça, je n'y crois pas. Je pense qu'effectivement, c'est là aussi à nouveau un faux-nez pour ne pas regarder d'autres sujets et regarder d'autres problèmes. Les débats sur ce sujet sont à mon sens stériles. Très sincèrement, personnellement, ne m'intéressent pas. Et en plus, je vais te dire, ils m'intéressent d'autant moins. Il se trouve que la semaine dernière, nous avions nos journées sur l'hospitalisation à domicile et qu'on a voulu regarder ce qui se passait dans les autres pays. Et finalement, cocorico, on a constaté quoi? Que ce qu'on appelle en France l'hospitalisation à domicile, c'est-à-dire la prise en charge des patients les plus lourds, les plus compliqués à leur domicile, eh bien, les autres pays ne le faisaient pas. Eh bien, parfois, tout simplement parce qu'effectivement, leur organisation politique fédérale fait que cela peut être développé dans une région, mais pas à l'échelle d'un pays. La deuxième chose, c'est que les financements étant effectivement très décentralisés, certains font ce choix, mais d'autres ne font pas ce choix. Et 3, eh bien que effectivement la structuration comme elle est faite, eh bien finalement, c'est en France que nous avons structuré, généralisé et financé. Alors, je ne dis pas que c'est néanmoins une panacée, puisqu'on sait très bien qu'on n'est quand même pas du tout au niveau où on pourrait l'être pour soigner les patients à domicile, que cela soit dans le cadre de l'hospitalisation à domicile, que cela soit dans le cadre ambulatoire. Mais on voit bien qu'en réalité, les ressorts, ils sont ailleurs. Et tu le sais comme moi, tu es un hôpital universitaire, je n'en suis pas une. Le seul problème, c'est que tant qu'on continuera à former uniquement dans les CHU nos jeunes étudiants, c'est-à-dire on cultivera des jeunes qui sont des citadins, qui quand on leur demande d'aller dans une préfecture d'un département rural d'à côté, ont l'impression qu'on les envoie quasiment au bagne, et qui commencent à vous poser s'il y a une poste, une école, etc. Enfin bon, les jeunes, vous évoquiez les jeunes, mais justement, on ne montre pas aux jeunes la réalité de la vie, et les étudiants en médecine aujourd'hui sont issus de milieux plus favorisés qu'ils ne l'étaient quand j'ai fait mes études de médecine. Donc on est bien aujourd'hui dans quelque chose que l'on a cultivé, c'est-à-dire il faut remettre le politique là où il doit être, certainement sur des choses beaucoup plus essentielles, beaucoup plus de fond et à un autre niveau, et que derrière, il faut avancer et arrêter de penser que la loi, que les textes, que les structures vont tout faire à la place. Je le répète, tout ça, c'est le meilleur moyen pour cultiver l'immobilisme. Je suis d'accord, mais tu restes très jacobine, là, quand même. Tu es à la fois très jacobine et tu défends le local et la région. Il faut que tu m'expliques. On ne refait pas son histoire. Oui, c'est vrai. Il faut que tu m'expliques, parce qu'on voit bien, pardon, et on va revenir sur les régions, mais on voit bien que c'est là où les gens se connaissent. À l'agence, vous connaissez... C'est pas les régions, c'est des micro-territoires bien inférieurs à celui de la région. Mais ils les connaissent, vous les connaissez. Oui, au risque de vous décevoir, je ne vais pas défendre le budget régional. Je sais, je suis le seul à défendre ça, je suis tout seul. Allez, s'il vous plaît. Effectivement, on s'aperçoit quand même que la santé, dans les pays où ça marche bien, l'indicateur principal, c'est le maillage territorial. Il ne doit pas être trop grand, il ne doit peut-être pas être trop petit. Mais est-ce qu'on est prêt en France à accepter qu'il n'y a pas un territoire unique qui répond à toutes les questions ? Le problème est là, parce que du coup c'est la région, c'est le département, c'est la commune, mais ça c'est faux, simplement parce que en fonction du problème, il va falloir adapter le territoire. Si on prend le problème des grands brûlés,
ça sera territoire français. Si c'est une campagne de prévention bucco-dentaire, ça peut être un quartier dans une ville. Et puis, je continue pas. Ça veut dire qu'il faut adapter l'action au territoire, parce que le territoire, il est avec les usagers, avec les patients, avec les professionnels de santé. Est-ce qu'on est prêt à ça aujourd'hui? Moi, je n'en suis pas sûr. Parce que ça veut dire qu'on peut peut-être mettre en cause le fait que tout le monde n'est pas traité de la même manière. Or, il le faudrait, c'est sûr. Mais l'innovation, elle passe certainement pas par une solution pour toute la France en même temps. Ah ben alors on est bien d'accord. Donc vous pouvez avoir de région en région des attitudes totalement différentes. On ne traite pas un Breton comme un Ch'ti, un Alsacien comme un Marseillais. Je suis désolé, on a des traditions. Pour avoir fait beaucoup de remplacements dans des provinces différentes, c'est fou, on ne traite pas les gens de la même façon. Donc pourquoi n'allons-nous pas à ce niveau de granularité qui permet que les acteurs se connaissent et puissent travailler ensemble? Je suis sidéré. Vous êtes tous à dire qu'il faut faire du petit, du local, et en même temps il faut rester au national. Mais est-ce que tu trouves normal, Guy, est-ce que tu trouves normal, pour avoir l'expérience en la matière, pour avoir fait le constat que sur des patients qui étaient en fin de vie, sur lesquels on savait qu'il n'y avait plus rien à faire, qui étaient en échappatement thérapeutique, est-ce que tu trouves normal, et je dis les endroits, que dans le sud de la France, on continue à perfuser, à administrer des chimiothérapies et à faire ce que moi j'estime personnellement un acharnement thérapeutique, alors que dans d'autres régions, on est beaucoup plus effectivement dans le palliatif et dans l'accompagnement. Donc est-ce que en régionalisant, c'est cela que tu veux avaliser? Ça ne me gêne pas du tout. Non, non, là tu prends une caricature. Ça ne me gêne pas. Mais si c'est accepté, si c'est discuté, que les gens décident que dans le Sud, c'est comme ça. Mais c'est là qu'on voit que c'est Frère Samuel, allez-y. Encore une fois, la régionalisation. Remettez-nous dans le droit chemin. La décentralisation est un élément facilitateur. Pour moi, la vraie question, c'est quelle intelligence organisationnelle de la cellule de base. Et pour moi, cette intelligence, elle dépend du fait qu'il y ait une espèce d'alliance entre trois types d'acteurs. Les patients, moi je dirais leurs proches, parce que leurs proches, c'est tout aussi la logique sociale dans laquelle ils s'insèrent. Et qu'aujourd'hui, on sait, les études de proximologie le montrent, que l'environnement du patient du côté de sa famille est aussi déterminant pour sa résilience que ne l'est le médicament qu'on lui... Voilà. Et puis, c'est le corps médical. Et le corps médical, je dirais, c'est autant un partenaire à soigner qu'un partenaire soignant. Pourquoi? Parce que le corps médical a cette toute très grande particularité d'être un corps qui encaisse du désordre qui s'appelle la souffrance, la maladie, étant pour moi la prise en charge de l'élément le plus souffrant des trois, parce que c'est celui qui encaisse pas seulement la souffrance du patient qui n'a que la sienne, mais celle de tous les autres. Et donc je pense qu'on ne traite pas assez de manière spécifique, et ça on est d'accord, ça commence par les études de médecine. Où est-ce qu'on apprend, à part sur le tas, à un jeune étudiant à encaisser la souffrance? On ne lui apprend pas. Je me disais en arrivant ici, moi je représente les dinosaures, c'est-à-dire que le soin il est inventé par les religieux et les religieuses, qui avaient en dehors de leurs compétences assez limitées dans l'ordre du soin, du temps fraternel, c'est-à-dire de la vie communautaire, et puis qu'il y avait du temps de recul, ça s'appelle la prière, de la méditation, donc il y avait de la distanciation. La souffrance, elle n'est vivable qu'à condition de la distanciation et du travail ensemble de résilience collective, du corps qui encaisse cette souffrance. Moi, je pense personnellement que là, il y a une problématique organisationnelle spécifique, qui ne ressemble pas à une entreprise, qui ne ressemble pas à une école, qui ne ressemble pas à une organisation territoriale, qui est spécifique. Moi, je ne la vois pas penser. Je trouve que c'est très bien qu'on fasse de la supervision. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on, encore une fois, on soigne ce corps médical pour qu'en coopération avec les patients d'une part et leurs proches d'autre part, on arrive à avoir une intelligence de l'organisation du soin, qui, moi, me semble une clé. Alors ça change, hein. Contrairement à ce qui a été dit, ça change. Les jeunes sont prêts à travailler avec les patients, les associations de patients dans les maisons de santé où il y aura de la place, avec les infirmiers, les kinésies, les podologues, les pharmaciens, de plus en plus. Il y a un changement radical entre ma génération, vous l'avez dit, et la leur. En plus, quand ils vont dans les maisons de santé pour leur stage, ils y retournent 3 fois sur 4 pour être médecins. Donc ne croyons pas qu'ils n'ont pas envie de s'installer dans des petites villes, hein, c'est pas vrai. Et le maillage se fera là, il nous faut 10 000 maisons de santé. Mais bien sûr, tu n'y crois pas, je sais, les maisons de santé. C'est l'avenir absolu. Non, c'est pas j'y crois pas, Guy. Le seul problème, je suis désolé de te le dire, c'est que tu as une vision complètement parisienne des choses. Mais non. Mais si. Viens avec moi en Lozère, viens avec moi en Haute-Marne, et tu verras. Je vais t'en montrer, mais si, il y en a. Attends, viens avec moi en Haute-Marne, tu regardes les cartographies et tu vois que tu as une densité médicale. Oui, tu en as, mais pas du tout au rythme où il faudrait. Ah ben ça, et je suis désolé. Parce qu'on freine. Oui, mais demain, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui habitent dans ces endroits-là, et c'est là, et c'est peut-être ça aussi sur lequel il faudrait qu'on revienne sur notre débat, c'est l'innovation organisationnelle. Les voies lui ont été tracées par les innovations thérapeutiques et par les innovations techniques. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de s'apesantir en se disant, on n'a pas assez de médecins, on n'a pas assez de, il faut en former plus, il faut ouvrir les vannes.
Alors je suis complètement d'accord avec vous, il faut savoir déjà ce qu'on leur apprend. Et la deuxième chose, c'est plutôt que de se poser la question, on tourne au cours du médecin, et je sais que tu y es favorable, et moi aussi, c'est faisons en sorte que près du patient, il puisse y avoir effectivement ce relais de santé, qu'il puisse y avoir ces professionnels qui vont faire de la prévention, etc., qui ne sont pas obligatoirement des médecins. On est bien d'accord. 35 000 médecins demain, 35 000 médecins généralistes, pour moi, c'est pas un drame. Si au contraire, il est centré sur sa valeur ajoutée, je dis même c'est mieux. Bon. Mais par contre, il n'en demeure pas moins que si on ne croit qu'à la lueur de l'envie des étudiants et de leur souhait de s'installer là, ici ou là, non, à Chaumont, à de moins en moins de médecins. Oui, parce qu'il n'y a pas suffisamment de maisons de santé qui leur montrent le chemin. Et pourquoi? Parce qu'on ne veut pas créer le statut juridique d'une maison de santé qui se crée en 2 jours. Il faut 3 ans. Donc on est dans une lourdeur administrative monstrueuse qui freine les jeunes qui ont envie de s'installer. Peut-être sur cet aspect-là, enfin je rejoignais totalement ce que disait frère Villeroy tout à l'heure. Arrêtons de faire des nouvelles réglementations. Exactement. Soyons dans une stabilité. Je suis convaincu qu'aussi bien sur la partie hôpital que sur le reste, tous les arguties juridiques existent, législatives existent pour faire le job. Après l'innovation pour l'innovation, j'ai jamais vu ça. Dans mon entreprise, l'innovation, elle ne vient pas pour l'innovation. L'innovation, elle vient de la contrainte. C'est parce que nous sommes contraints qu'on va devoir innover. Et actuellement, en effet, nous sommes sous une contrainte globale de financement et il nous faut trouver les meilleures solutions. Nous sommes dans une contrainte globale de l'aspiration du concitoyen à vivre de plus en plus âgé en meilleure santé. On est dans une logique d'occidentalisation sur laquelle on veut tous être beaux, intelligents et modestes. Et sur cet aspect-là, force est de constater qu'on arrive à ces innovations. Quand je vous parlais tout à l'heure de ce qu'on peut faire dans nos complémentaires santé, nous avons beaucoup travaillé avec le LEM sur l'interaction médicamenteuse, sur la iatrogénie, par exemple. Eh bien, on voit sur l'automédication. On voit des demandes qui viennent de la base, sur lesquelles des contrats de complémentaires santé sont mis en place pour des centaines de milliers de salariés, et ces innovations, elles viennent d'abord d'une contrainte et fonctionnent dans cet environnement de contrainte. Donc je pense que là aussi, il y a une pression à la fois de nos nouvelles générations, vous en avez parlé tout à l'heure, mais arrêtons la réglementation, stop. On est bien d'accord. Par pitié, 5 ans sans réglementation complémentaire. Oui, tout à fait. 5 ans sans loi santé. Après, restons manuaux. Les taxations, ça c'est ce qu'on a commun avec l'industrie du médicament. Hein, en matière de financeurs, chaque fois on nous en remet une chose, mais je suis convaincu que depuis ces dernières années, nous avons une organisation législative qui nous permet de faire cette transformation. Mais est-ce que la révolution organisationnelle, c'est pas d'abord de répondre à des petites choses dans la relation de soins? Parce que, enfin, moi, j'aime beaucoup discuter du numérique, j'en parle beaucoup. Enfin, et dans le diabète, on est convaincu que le numérique va permettre de favoriser, d'alléger les contraintes. Enfin, et c'est la condition. Mais parfois, enfin, je vois, il y a des petites choses qui sont pas résolues. Enfin, je sais pas, par exemple, dans les hôpitaux, quand on est hospitalisé, on frappe pas à la porte, par exemple. C'est bête, mais pour moi, c'est un problème. Je trouve que et du coup, on est parfois dans des débats de haute sphère, alors qu'en fait, dans la réalité, ça pourrait être une petite révolution organisationnelle, de respecter la personne qui est dans sa chambre et de frapper à la porte. Que le professionnel de santé qui rentre, il se présente. Et voilà, moi j'ai vécu le mois dernier, je ne savais pas si je pouvais faire confiance à cette personne qui venait me faire une prise de sang parce qu'elle ne s'est pas présentée, je ne savais pas qui c'était. C'est tout bête, mais il y a des choses qui sont pas résolues. Enfin, moi, en tant que représentante des usagers, souvent, les patients ils disent mais il y a un problème du bruit dans les établissements hospitaliers. J'ai pas l'impression qu'on ait envie de traiter ça. Enfin, c'est vrai qu'il y a des niveaux différents, mais il me semble que les patients ils ont aussi des besoins de calme, d'être servis, d'avoir le Wi-Fi dans la chambre, d'avoir des repas appétissants, notamment si ma pathologie est en lien avec l'alimentation. Enfin, voilà. Et j'ai l'impression que tout ça en fait, c'est pas résolu et on n'en parle pas. Et c'est des petites choses, mais qui pourraient révolutionner la vie des patients quand ils sont malades. Je pourrais continuer longtemps, mais je vais vous laisser répondre. Je vais rebondir sur les professionnels de santé, parce que on n'en a jamais eu autant de médecins.
Alors j'aimerais qu'on en prenne acte. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on entend, il en manque. On n'a jamais eu autant de médecins en France. Le seul problème, c'est qu'ils ne sont pas répartis comme on le veut, ni géographiquement, ni par spécialité. Alors j'entends bien qu'on n'a peut-être pas besoin de réglementation, mais dans ce domaine-là, je ne sais pas comment on va s'en sortir sans réglementation. Parce qu'aujourd'hui, on a des incitations financières pour qu'un médecin aille s'installer dans les zones fragiles, etc. Ça ne fonctionne pas. Toutes les enquêtes qu'on a faites auprès des médecins montrent que, comme tout un chacun, ce qui les intéresse, c'est d'avoir un milieu pas trop moche, avec un hôpital pas loin pour la formation, d'autres professionnels de santé pour discuter, où va travailler mon mari, ma femme, etc. Tout ça, c'est légitime. Et en 6e position, on a 1 000 €. C'est pas possible. Donc, alors, les maisons de santé pluridisciplinaires, moi, j'en crée, donc je ne vais pas vous dire que je n'y crois pas, mais ça ne réglera pas ni le problème démographique, parce qu'en concentrant des professionnels sur un lieu précis dans une maison, on éloigne, si j'ose dire, certains types de populations. Non, vous avez tous les jours des équipes qui tournent dans les villages attenants. Attendez, alors, voilà. Mais c'est là l'organisation. Oui. On reste sur des schémas hyper traditionnels. Vous me décevez tous, là, en dehors de... Ouais. Mais alors, il faut que la maison de santé n'est que le petit hub, le premier recours. D'accord, mais alors à ce moment-là, il faut que les compétences soient très variées. Ce ne soit pas une maison de santé avec 3 médecins. Mais pourquoi, si vous avez 5 infirmiers, si vous avez des kinésistes... Mais voilà, c'est ça, une maison de santé. Elles sont rares, ces maisons-là, aujourd'hui. Il y en a 1 millier. Oui. Il en faut 10 000. Oui, parce qu'il y a des freins partout à l'organisation. Pour avoir travaillé le sujet, alors certes, c'était il y a 5 ans, mais des vraies maisons de santé pluridisciplinaires, dans lequel, qui plus est, tu as une dimension sociale, c'est-à-dire où on fait le lien avec le sanitaire et le social, qu'on prend les patients dans leur globalité, qu'il y a une organisation pour faire en sorte que les besoins puissent être couverts de 7h à tard le soir, que la réponse aux urgences puisse être faite, et que, comme tu le dis, il y ait effectivement une capacité à communiquer entre les professionnels, et y compris sur des territoires qui sont un peu éloignés. Aujourd'hui, c'est rare. Oui, mais ça vient. C'est l'avenir. On est obligé de couper parce qu'il est juste le temps et je crois qu'il y a des questions. Voilà. Désolé de vous interrompre, mais... Je crois que voilà, on vient seulement de m'entendre. Une première question pour vous, donc Elisabeth Hubert. À quoi ressemblera l'hôpital de demain? On peut penser à une plateforme technique, à une maison de soins, voire est-ce que les interventions chirurgicales se feront directement au domicile du patient? Peut-être pas exagérer la table de la cuisine transformée enfin, personnellement, je ne suis pas candidate, hein, ni pour expérimenter comme opérateur, ni pour le subir. Non, mais les solutions, enfin, ça a été évoqué, on les connaît depuis très longtemps, mais d'autres pays l'ont fait. La chirurgie ambulatoire, on est en train de se gargariser des chiffres en France. Mais oui, mais ailleurs, c'est nettement plus. C'est-à-dire que l'hôpital, on a confondu dans ce pays, hôpital, la racine est la même, hôpital et hôtellerie. Ça a été dit tout à l'heure, à juste raison. Et donc, demain, l'hospitalisation, c'est le plateau technique, c'est l'hospitalisation de jour, c'est la chirurgie ambulatoire, c'est l'hospitalisation à domicile, c'est cet ensemble-là. Et effectivement, le questionnement, la première chose qu'il faut se faire, c'est se poser la question devant un patient, devant un malade, quel que soit le stade de la maladie, est-ce que j'ai besoin de le mettre dans un lit? Et il n'y a que 2 raisons pour mettre un patient dans un lit, quand effectivement son état de santé est suffisamment instable pour qu'il justifie une surveillance continue. Deuxième situation, parce qu'il a besoin du plateau technique pour des raisons diagnostiques ou des raisons interventionnelles. Toute autre situation doit amener à se poser la question, où puis-je bien mieux traiter ce patient? C'est-à-dire qu'on est dans une... Alors, on parlait de révolution, on parlait d'innovation. Là, c'est une révolution à 180 degrés. Alors, certes, et c'est là où vous avez raison quand vous parlez de la loi, le PLFSS 2015 a prévu, 2016, mais donc en 2015, a prévu, petit article à peine vu, qui dit qu'effectivement, la pertinence du séjour hospitalier doit être posée avant tout. Mais le texte, il est là. Est-ce que ça a changé quoi que ce soit dans les comportements? Rien. D'ailleurs, j'ai constaté avec amusement que la plupart des hospitaliers ignorent cet article qui avait été inséré dans un texte important. Une réaction, Christian Schmitt de la Brélie, sur l'hôpital de demain? Je vous voyais réagir.
Je rejoins tout à fait ce que disait Elisabeth Hubert. Et derrière, vraiment, tout existe aujourd'hui. Je pense que les comportements vont évoluer et que tout naturellement, par le biais et le besoin et l'attente de ces innovations qui sont de plus en plus expliquées, commentées, on arrivera à ces évolutions. Je reste assez optimiste dans ce domaine et dans notre capacité d'innovation. Guy Valencien. L'hôpital de demain, c'est un endroit où il y aura quelques lits, parce que les malades vont arriver, sortir au bloc patché, ils seront suivis par Wi-Fi dans leur chambre, donc quelques lits et que des plateaux techniques modulables, en préfabriqué, hein, les préfabriqués qui durent 50 ans. Et comme ça, on peut les changer au fur et à mesure des évolutions technologiques. On va créer Bichat-Beaujon, là. On va les regrouper, ça va mettre 20 ans, et vous verrez que dans 20 ans, on ne pourra pas passer les nouveaux appareils dans les portes comme ça s'est passé à Pompidou. Donc c'est comme ça, il faut des hôpitaux totalement modulaires, très peu de lits, une énorme structure de consultation de outpatient office, et puis des relais télématiques. Il faut des consultations de télémédecine où les praticiens hospitaliers seront en consultation, non pas dans le bureau avoir des malades, mais en relais avec les médecins de ville dans les maisons de santé pour échanger avec eux au quotidien. Ce n'est que ça l'hôpital, donc on va le réduire considérablement en termes de volume. Non pas de volume de patients, hein, forcément, mais de volume d'espace. Carole Avril, votre vision de patiente alors? L'hôpital de demain, c'est celui qui ne sera pas obsolète quand on l'ouvrira. Enfin, j'ai l'impression que le risque, c'est ça, c'est qu'on construit des hôpitaux et finalement, on n'a pas associé toutes les parties, on n'a pas co-construit le projet de territoire ou le projet qui va bien, où les besoins sont repérés, et on oublie des parties prenantes, ce qui fait que finalement, l'hôpital, quand il ouvre, il est déjà, comme le disait Guy Valencien, il est déjà à revoir et à réaménager. Une réaction, Samuel Rouvillois? Oui, moi je pense que à la fois dans son architecture et dans le mode de vie qu'on aura dans cet hôpital, il reflètera sa fonction propre. En fait, on vient d'une espèce de bunker, de la sécurisation du pauvre petit patient par des gens hyper connaissants. Enfin, on est dans la secte religieuse, pour faire court, hein. On a inventé ça, donc on sait bien d'où ça vient. Et au fait, là, on est dans le fait que le soin, c'est à la société de soigner. Et que le médecin est un élément de cette société, et que la technologie, qu'il y a des lieux de concentration technologique qui, à un moment donné, dans le parcours de la personne, est vraiment utile. Donc ce sont des gens qui seront heureux d'être uniquement ce pourquoi ils sont là. Voilà. Moi, je dis, quand on visite un service de soins palliatifs, j'ai vécu ça très récemment, c'est très étonnant, le fait qu'on a pu cette espèce... Alors vous me direz, mais c'est parce que les gens vont mourir. Non, c'est parce qu'on optimise leur vie. Et il y a là, dans ces services-là, une espèce d'atmosphère, je dirais, d'authentiquement médicale, que le stress de la contrainte économique, parce qu'on n'en a pas parlé, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux économiques sous-jacents. Le principal obstacle à la révolution organisationnelle, c'est avec les enjeux économiques. Le fait que la prévention devienne une prévention obsessionnelle. Parce qu'il y a l'obsession préventionnelle, c'est une forme de maladie. Passer son temps toutes les 15 secondes, parce que quand je voyais toutes les technologies tout à l'heure, je me disais, on va passer la journée à prévoir dans quel état on est demain. D'accord ? Il faudra faire des check-up à longueur de journée sur tous les potentiels. Et tous les matins, je saurais quel est mon taux de mortalité de la journée. Et donc, la prévention, là encore, c'est comme le risque. Ça peut être maladif. Et donc, mais il y a des enjeux économiques énormes. Il y a un business de la prévention, comme il y a eu un business de la maladie. Il faut être clair. Là-dessus, il va falloir opposer des résistances. Et là encore, je pense que c'est la société civile et sa cohérence de solidarité et de ce que j'appelle de résilience collective qui sera capable de... Donc l'hôpital sera un endroit dans lequel on touchera cette espérance, en fait, quelque chose comme ça. Moi, je veux faire mon check-out, je vais virer toutes mes applis, comme ça je serai tranquille, on se retrouvera pour boire un bon Bordeaux ensemble. Une dernière question pour vous, Jean-Pierre Roblet. Un parcours de soins 100% dématérialisé, c'est possible? Alors d'abord, j'aimerais bien qu'on parle d'un parcours de santé. Je ne veux pas vous contrarier, mais le parcours de santé intégrera donc prévention. Quand on dit souvent que le patient doit être l'acteur de sa santé, ça commence là. Si toutes ces technologies permettent ça, de se surveiller, alors non pas toute la journée, je vous l'accorde, mais qu'on puisse avoir quelques repères. Faut jamais oublier quand même que les gros progrès de la médecine sont quand même fondés sur l'amélioration de l'hygiène en général, hein, ça remonte loin ça, mais faut toujours s'en souvenir. Donc prendre soin de soi, c'est le premier pas de la prévention, du parcours de santé, du soin. Effectivement, on peut dire que tout ça peut être allègrement numérisé, hein. Le tout, c'est de savoir ensuite comment ce système d'information est géré, par qui et comment on le partage. Attention, parce que on peut avoir des informations, mais on ne sait pas comment réagir.
Parce que c'est ça aussi le risque, c'est que, enfin, je voyais tout à l'heure le miroir, il y a plein d'informations, etc. Ok, mais si je ne sais pas comment réagir et on ne m'a pas expliqué comment j'ai tel taux dans ma maison, il y a tel truc, au contraire, ça peut créer une espèce de stress et on veut l'autonomie, le fait d'être acteur. Être acteur, c'est pas juste recevoir de l'information, c'est aussi être en capacité de réagir et de dire finalement ce risque je le prends, j'ai envie de le prendre et tant pis, voilà, je vis ma vie comme ça. Merci à vous tous. Merci Guy Valencien.